Donc bonjour à tous. Donc je vais vous inviter à vous présenter et rapidement présenter votre structure. Ça serait, Bonjour à tous. Vous m'entendez? Donc, je suis Yves Chamblet, je suis directeur du développement et du réseau à l'AFDAS. En quelques mots, l'AFDAS, c'est un opérateur de compétences, et c'est l'opérateur de compétences du secteur de la communication, des médias, des télécoms, du sport, du tourisme, de la culture. C'est-à-dire qu'on accompagne au quotidien 65 000 entreprises environ, 800 000 salariés, 800 000 professionnels France entière sur toutes les questions de développement des compétences. Donc on va les accompagner pour définir leurs priorités, les aider à définir leurs besoins et après trouver des solutions qui vont bien, à la fois en termes de prestations, donc de l'ingénierie de formation, et à la fois aussi en termes de financement, parce que la formation, ça coûte et qu'il faut pouvoir trouver le financement qui va bien. Voilà, en quelques mots. parfait. Blandine? Bonjour à tout le monde. Donc, je suis Blandine Fressé. Je travaille dans une agence de conseil en communication qui s'appelle JBL Communication et compagnie. Donc, je suis directrice conseil et j'ai pris la casquette RSE depuis quelques semaines. Allô, allô, ça marche. Bonjour à tous, du coup moi c'est Vincent Catoun, je suis directeur associé chez Lemon Interactive. On est une agence digitale, donc tout ce qui est réalisation de sites internet, publicité en ligne et UX, UI, avec une démarche d'être dans l'éco-conception et dans la performance digitale durable. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour vous expliquer un petit peu ce qu'on fait autour de ça. Très bien, merci. Du coup, vous êtes tous engagés sur les sujets de développement durable et de responsabilité. Et qu'est-ce que ça a été votre déclic finalement alors du coup, je m'adresse peut-être plutôt à Blandine et à Vincent sur le déclic en tant qu'agence. Et peut-être après, on pourrait parler de l'enjeu finalement global. Blandine? Alors, les déclics, en fait, il y a 4 grands déclics. Il y a eu un déclic qui existe depuis de nombreuses années, qui sont les ODD de 2030, qui donc donnent accès, en fait, d'une manière assez large et quelque part m'a interpellé sur mon métier de communicante. Les ODD, c'est donc les objectifs de développement durable qui ont été développés par l'ONU pour l'agenda 2030. Donc ça a ouvert des champs du possible. Il y a eu un voyage étude organisé par Place de la Com à Paris pour rencontrer des acteurs dans la communication qui ont engagé une démarche. Donc nous sommes allés visiter BETC qui nous a prouvé que c'était possible à une grande envergure. Il y a une structuration aussi des métiers de la com et des labels qui deviennent accessibles pour nous en tant qu'agence. Et le dernier point, c'est réellement la conviction que chacun à son échelle peut faire quelque chose pour améliorer notre environnement et en réduisant nos impacts négatifs et en maximisant nos impacts positifs. Oui, donc c'est finalement vous, en tant qu'agence, qui vous avez une prise de conscience presque personnelle sur le rôle à jouer sur ce thème. Et du coup, Vincent, de votre côté? C'est un petit peu comme l'a dit Blandine, c'est déjà une volonté des associés. Ça nous tient à cœur dans la vie personnelle d'être responsable et donc du coup on avait envie d'amener ça sur le métier de l'agence et on est convaincus de nous qu'on peut être des pédagogues pour nos clients. Donc aussi avoir envie d'éduquer les clients à ce qu'est la durabilité, à ce qu'est l'éco-conception, à ce qu'est faire du durable. Donc voilà, c'est aussi une volonté d'être un peu pédagogue sur le sujet et d'amener ça dans la filière. Oui, parce que vous êtes beaucoup sur le numérique. Donc peut-être vous pouvez juste rapidement rappeler les impacts du numérique, ce que c'est. Bah oui, c'est ça. Vous n'êtes pas sans ignorer que le numérique pollue beaucoup. Donc forcément, sans le vouloir, on est des acteurs de la pollution. Et du coup, on s'est dit qu'à notre niveau de PME, en choisissant des hébergeurs bas carbone, en faisant du code éco-conçu, en faisant des choix de couleurs, en faisant des choix de police qui avaient moins de ressources, qui consommaient moins de ressources, on pouvait faire diminuer ça. Et donc du coup, voilà, on a envie d'aller vers ça. On est au début, j'ai l'impression, il y a pas mal de frémissements, mais il faut encore beaucoup éduquer et beaucoup faire comprendre la démarche à tout le monde aujourd'hui. Ok, merci. Et du coup, Yves, donc vous, l'AFDAF, vous avez une mission un peu prospective sur les métiers. Et donc pour vous, c'est quoi l'enjeu aujourd'hui de se mettre sur ces sujets de responsabilité
Alors, je vais quand même répondre à la question que tu ne m'as pas posée. À savoir quel était le déclic à l'AFDAS. Puisqu'en fait, aujourd'hui, c'est dans nos missions, comme tu le disais. C'est clairement, ça fait partie des 6 missions de notre cahier des charges sur lequel on a attendu. Et pour autant, le déclic, il est un peu ancien. Et le déclic, ça a été un collaborateur chez nous qui était particulièrement, à titre personnel, investi sur le sujet. Et puis, il a réussi à convaincre le comité de direction de dire l'AFDAS, on ne peut pas rester à côté de tout ça. Et c'est vrai que dans nos métiers, quand il est venu nous en parler, il était là ce matin, il est reparti parce qu'il avait des contraintes. Dans nos métiers, la RSE, le développement durable, etc., ça existait ailleurs, mais ça n'existait pas dans nos métiers. Et il a été assez convaincant, puisqu'aujourd'hui, c'est notre monsieur RSE à l'AFDAS, et c'est lui qui pilote tous nos projets RSE. Et qui d'ailleurs aide tous les cabinets avec lesquels on travaille, les organismes de formation avec lesquels on travaille, c'est notre monsieur RSE. Aujourd'hui, c'est dans nos missions, puisqu'on est agréé par l'État, donc l'État nous demande d'accompagner le secteur économique sur lequel on est compétent, donc entre autres celui de la communication. Et donc aujourd'hui, on a déployé toute une offre de services. Donc on avait commencé, et du coup cette initiative personnelle, elle nous a aidé aussi à apprendre petit à petit comment ça se passait, comment nos entreprises s'emparaient plus ou moins facilement de ces sujets. Ça nous a aussi amené à connaître l'environnement, les organismes de formation qui interviennent sur ce sujet-là, les cabinets d'accompagnement qui interviennent sur ces sujets-là, et comment finalement on peut être plus efficace. Tout cet historique qu'on a capitalisé, toutes ces expériences qu'on a capitalisées, font qu'aujourd'hui on a une offre de service qui est assez complète, qui va depuis la sensibilisation pour une entreprise qui se pose la question, le développement durable, le responsable, la communication responsable, ça veut dire quoi? L'inclusion, ça veut dire quoi? Est-ce que ça m'intéresse? C'est pour moi, c'est pas pour moi? Donc, un aspect sensibilisation. Et après, au fur et à mesure, on va l'accompagner et on va aller jusqu'à former ces équipes pour avoir en fait, les bons réflexes, les bonnes pratiques et pouvoir être le plus efficace possible sur ces sujets. Et je crois que vous avez fait une enquête aussi. Alors, on a fait une enquête qui avait une visée assez large. Quand la crise sanitaire nous est tous tombés dessus, on s'est posé beaucoup de questions, puisque nous, on est en interaction avec des activités qui sont toujours en connexion avec le public, hein, quand on parle du spectacle vivant, quand on parle de l'audiovisuel, quand on parle de la communication, quand on parle du sport, etc. Et on s'est dit, en fait, on était en plein confinement et puis on s'est fait un petit comité de direction en distanciel. Et on s'est dit, mais finalement, tout ça, est-ce qu'on n'est pas au bord du précipice? Et comment tout ça, ça va se passer quand on va sortir de ce confinement? Et comment nos secteurs, et donc indirectement nous, on va pouvoir réagir? Donc on a lancé une enquête pour mesurer finalement quels impacts durables, quelle lame de fond durable on va avoir dans la société, et du coup, indirectement, nos entreprises vont connaître et pour lesquelles il faut déjà les informer des changements qui sont en train de s'opérer, et puis après, comment on va les accompagner. Et alors, tout à l'heure, il y avait des chiffres qui étaient cités par les intervenants précédents, et je m'y retrouvais assez bien, puisque, juste 2 chiffres qui permettent de citer les choses, 75% donc, du grand public qui a répondu à notre enquête nous dit « Moi, je veux une société qui soit plus économe en ressources ». Ce qui nous a aussi amené à notre sujet, c'est 72% des gens qui travaillent et qui disent « Je trouve que mon entreprise n'en fait pas assez ». Je souhaiterais que mon entreprise fasse plus sur ces questions-là. Et quand on est à l'heure aujourd'hui où, on parlait tout à l'heure, il faut aller chercher des talents, il faut retenir les talents, etc., une entreprise qui resterait à côté de ces sujets-là, c'est-à-dire qu'il y a 3/4 des salariés qui réclament, peut-être pas à leur employeur directement, mais qui le signalent quand on vient les sonder, ils nous signalent « j'ai besoin, j'ai envie que mon entreprise aille plus loin ». Si l'entreprise ne répond pas à cette demande, tout à l'heure on parlait de paupérisation possible à terme, je pense en effet le risque il est là. C'est que les talents, petit à petit, évidemment ce ne sera pas un coup d'arrêt, mais petit à petit, ils vont s'éloigner de ces entreprises. Donc il y a vraiment un enjeu à la fois vis-à-vis de la société dans la globalité, mais dans sa qualité d'employeur sur ces questions-là. Okay, merci. Et du coup, vous, Blandine et Vincent, justement, vous en êtes où dans la démarche globale
Blandine, je crois que... Alors moi, je suis plus jeune que Vincent dans la démarche. Dans la démarche, alors il y a beaucoup de choses en fait à analyser et à screener avant de se positionner et de choisir. Donc il y a eu un pré-choix de label, mais en limite ça c'est pas le plus important. Ce qui était pour moi le plus important, c'était d'expliquer à l'ensemble de l'agence, donc on est une petite entreprise de communication, on est 10 collaborateurs, que tout le monde soit sensibilisé déjà à ce qu'était la RSE et qu'est-ce qu'on mettait derrière ces 3 lettres magiques. Et du coup, c'était de se dire qu'on parte tous sur la même égalité d'information et sur la même envie de projet pour avancer ensemble. Donc ça a été une première écriture d'une version projet, de la présenter aux collaborateurs, de vérifier que tout le monde est adhérent, en tout cas sur l'idée. Et ensuite, c'est d'écrire un peu plus loin ce qu'on allait faire pour répondre à notre label qu'on a visé, qui est le label Agence Active, qui est certifié par AFNOR et qui a été mis en place par la ACC, qui est donc l'association des agences conseils en communication. Et du coup, c'est effectivement un label qui correspond à notre métier. On en a regardé pas mal, Lucille, en tout cas les Bicorp, etc. Et on voulait, la volonté, c'est de se dire qu'on veut quelque chose d'adapté à notre métier et pas quelque chose où on va toujours courir après. Et un grand parti pris aussi, c'est la politique des petits pas. Et ça, c'est ancré. En fait, pour moi, c'est une vraie conviction. C'est qu'on doit se mettre chaque année des objectifs atteignables. On ne va pas tout faire d'un coup, on ne va pas tout révolutionner. On a une petite structure, on a un métier. Donc il faut aussi trouver l'équilibre dans l'ensemble de ces agissements. Et donc voilà, donc, on a commencé à écrire nos 4 actions, sur les 4 piliers des actions, et on va les mettre au fur et à mesure en place. Chez Lemon, on a déjà eu un premier travail qui était de réécrire la promesse de Lemon, avant qui était développer votre plein potentiel, et du coup maintenant qui est performance digitale durable. Donc voilà, c'est très bien d'écrire une nouvelle promesse, mais après on voulait aller plus loin. Donc nous, on est rentré dans la labellisation et on est entreprise numérique responsable, label qui est porté par Lucie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est engagé dans une démarche d'éco-conception, qu'on est engagé dans une démarche de réduction d'utilisation des ressources, mais des ressources au global de Lemon Interactive, c'est-à-dire qu'on est passé à un fournisseur d'énergie verte, on a refait toutes les fenêtres des locaux, par exemple, pour garder plus d'énergie, et on est aussi dans une logique de choix technologiques qui font qu'on est en phase avec le label qu'on a réussi à obtenir. On ne fait pas la course au label, c'est juste montrer l'engagement et témoigner de l'engagement qu'a Lemon Interactive par rapport à ça. Et on est aussi en plein bilan carbone pour voir un petit peu ce qu'on consomme aujourd'hui et comment... alors je vais faire attention à ce que je dis parce que j'ai retenu ce qu'on a dit tout à l'heure et pas devenir neutre en carbone, mais en tout cas réduire l'impact carbone de Lemon sur ces projets. Voilà un petit peu là où on en est aujourd'hui chez Lemon Interactive. Merci. Et du coup, ça c'est une question pour tous les 3. Au niveau des collaborateurs, justement, comment est-ce que du coup c'est quelque chose qui est arrivé plus de la direction et vous avez essayé d'embarquer, ou est-ce que vous êtes ouvert à la remontée de choses, et comment est-ce que on les forme, le rôle de l'AFDAS, comment on accompagne ça au niveau des collaborateurs, des recrutements aussi? Chez Lemon, on est très dans la co-conception, donc ça a été pas mal porté par les collaborateurs notamment. On est très dans le citron, donc on a créé un comité qu'on appelle Yuzu, et du coup qui porte tous les sujets RSE, donc à la fois écologie, sociétale, et on parlait d'inclusion notamment. Donc c'est très porté par les collaborateurs avec une boîte à idées de ce qu'on pourrait améliorer, de comment on pourrait améliorer notre façon de faire. On a aussi des groupes de travail qui réfléchissent à la façon de produire différemment, à la façon de communiquer différemment. Donc nous, on est plutôt dans le modèle co-conception. Et après, c'est forcément porté par la direction parce que c'est bien beau d'avoir des idées, mais il faut aussi un peu mettre les moyens pour que les idées voient le jour. Donc forcément soutenu par la direction, mais les collaborateurs sont notre source de créativité. Alors, nous, l'idée, c'est de mettre des groupes, enfin, comme on est 10, ça veut dire de mettre un groupe en place et que chacun choisisse le sujet sur lequel il le sent le plus d'appétence. Ensuite, pour le travailler et pour en faire, j'allais dire, un état des lieux et les axes de progrès, parce qu'effectivement, il faut créer ce numéro 0, en fait, en tout cas, et ensuite se positionner sur des petites actions
Donc chacun va se mettre en place ses actions. Et moi, l'idée que je souhaite partager, c'est de se dire, ça va prendre du temps. Donc ce temps, à la limite, alors je ne sais pas encore quelle forme est-ce que c'est un crédit temps valable sur le temps de travail effectif par rapport à ceux qui vont s'investir. Donc je pense qu'il y a quelque chose à co-créer, à trouver, en tout cas une idée pour que ce ne soit pas une charge, mais que ça devienne un plaisir et que ça devienne une appétence pour les uns et pour les autres. Et que ce que disait tout à l'heure Valérie Martin, que rendre désirable en fait du coup cette partie d'avancer sur la RSE. Alors du tout, moi je vais avoir un regard un peu général. Dans les entreprises qui sont en interaction avec l'AFDAS, on a tout type de situation. Qu'est-ce qu'on peut retenir comme éléments plutôt fondamentaux pour que la transformation se réussisse? Premièrement, il faut que le dirigeant, la dirigeante d'entreprise soit pleinement investi, pleinement convaincu du sujet. Si on y va à reculons, ce n'est pas la peine d'y aller. Après, il faut que cette envie, ce souhait, soit finalement irrigué au sein de l'entreprise. Le chef d'entreprise tout seul, il ne fera rien bouger. Ça bougera superficiellement, mais ça ne bougera pas dans la profondeur, dans la vie de tous les jours de l'entreprise, dans ses pratiques de tous les jours. Donc après, et c'est l'un des objets du premier temps de travail qu'on a avec le chef d'entreprise, c'est de lui dire, finalement, c'est quoi la température de ton entreprise? Comment se situent tes collaborateurs? Est-ce que c'est un sujet dont vous parlez pas? Quand vous en parlez, ça génère des peurs, des craintes, des idées reçues, de l'envie, etc. On fait un tour d'horizon. Et une fois qu'on a commencé à percevoir quelle était la situation, si on se dit qu'il y a peut-être des freins, des réticences, parce que en fait, ce n'est pas naturel forcément pour tout le monde d'aller dans cette direction, on a référencé des offres de formation et qui permettent finalement d'aller expliquer comment on peut embarquer l'entreprise, quels sont les enjeux derrière, et finalement que tout ça, ça peut se traduire et ça peut avoir de l'efficacité. Parce que dans le monde de l'entreprise, on a les dirigeants, on a évidemment le directeur financier, administratif financier, qui peut s'inquiéter d'une démarche qui va coûter de l'argent. Donc tout ça, il faut embarquer les gens. Et on a référencé, c'est pour ça que je parlais d'offres de formation, on a référencé des offres de formation qui, sur des sessions relativement courtes, permettent d'aller travailler ces sujets-là et d'embarquer petit à petit les collaborateurs. Et c'est quelque chose qui est en train on va dire de se traduire concrètement le plus largement possible, puisqu'on est quand même sur un mouvement qui, il y a 10 ans, n'existait pas, et entre aujourd'hui dans le quotidien de plus en plus d'entreprises, et on voit cette montée en puissance, cette sollicitation, qui d'ailleurs, petit à petit, au fur et à mesure qu'on reçoit de plus en plus de sollicitations, on voit qu'il y a des nouveaux besoins qu'on n'avait pas forcément repérés, et on enrichit l'offre de service, l'offre de formation derrière. Ok, merci. Du coup, peut-être Vincent, vous que ça fait plus longtemps que vous êtes dans la démarche, et du coup, est-ce que vous voyez déjà des effets positifs ou même peut-être nous citer des pratiques concrètes que ça a changé dans le quotidien de votre entreprise? Oui, alors premier point positif, on en parlait tout à l'heure sur les jeunes talents. On a remarqué dans les derniers recrutements qu'on venait nous voir parce qu'on avait cette démarche-là, et que par rapport à une agence qui était concurrente à nous sur le même recrutement, cette démarche-là pouvait faire la différence parce qu'il y avait une vraie démarche. Donc ça, c'est un vrai changement. Et le plus gros changement aujourd'hui, il est dans la conception de nos projets, tout simplement. C'est-à-dire qu'avant, on avait un projet, un cahier des charges. Ok, on lisait le cahier des charges, on réalisait le projet. Et aujourd'hui, on se permet de challenger ce cahier des charges et de dire ce que vous voulez faire comme ça, on pourrait le faire comme ça, parce que ça consomme moins. Et après, c'est ce que je disais, c'est que tout le monde n'est pas encore prêt à le faire. On disait c'est un sujet qui est nouveau. C'est toujours très joli de dire oui, je veux être dans le durable, je veux être dans l'éco-conception. Mais en fait, quand on se rend compte de ce qu'est exactement l'éco-conception et quand on dit à notre donneur d'ordre, voilà ce qu'on va faire, on ne va pas consommer beaucoup de ressources, mais voilà ce que ça va donner, ça fait toujours un petit peu peur. Alors que l'expérience n'est pas forcément dégradée, elle est juste différente en fait. Mais il faut rassurer sur cette expérience différente. J'ai un exemple rapide, c'est que tout le monde ici sûrement est consommateur de Netflix. Netflix, pendant le Covid, a volontairement diminué la qualité des vidéos parce que l'État avait peur de la consommation de la bande passante d'Internet. Personne n'a jamais rien vu, sauf ceux qui ont une télé 4K UHD chez eux.
Sauf que nativement, quand vous êtes sur votre téléphone et que vous lancez Netflix, vous êtes en haute définition. Bah, je vous invite à aller dans vos paramètres Netflix, à modifier ça et passer en basse définition. Et vous allez voir zéro différence sur votre téléphone visuellement. Ça consomme 23 fois moins de ressources. C'est juste que ça fait peur aux gens en fait, de consommer moins, mais en fait c'est tout à fait possible et atteignable. Donc voilà, je pense que c'est juste des pratiques à adapter. Donc le gros changement chez nous, c'est la façon de concevoir le projet, la façon de réfléchir le projet en amont. Et du coup, justement, on a parlé d'embarquer les collaborateurs, mais comment on embarque les clients? Alors, peut-être Blandine, ou même au niveau de comment on embarque les clients dans ces nouvelles façons de faire, dans des choix peut-être au niveau graphique, esthétique, qui sont différents d'une proposition classique auquel ils sont habitués? Alors dans nos premiers actes, on va effectivement expliquer ce que l'on ressent à nos clients. Donc quand on va présenter l'agence, on va dire voilà nous ce qu'on va vous proposer dans notre démarche. Et quand on est en phase de proposition sur un appel d'offres ou pas, ça arrive, c'est rare, mais ça peut arriver. Hein. C'est de dire effectivement de faire une réponse appropriée en disant bah, voilà ce que vous nous demandez, voilà la réponse. Et après de dire, et si on avance d'une manière RSE, voilà les conséquences que va avoir le projet. Voilà sur quoi ça va pouvoir changer. Après, effectivement, le client sera libre de sa décision, de dire, bah oui, j'y vais, effectivement, on n'est peut-être pas obligé de surconsommer, on peut peut-être réfléchir différemment, et ça nous intéresse. Après, effectivement, est-ce que le coût, je ne sais pas si ce sera plus cher ou moins cher, mais le coût ne doit pas rentrer en ligne de compte. C'est plutôt la démarche pour arriver à mieux faire, et mieux consommer et faire moins d'impact négatif. C'est surtout ça qui est intéressant. Nous, à l'AFDAS, on n'est pas en direct avec les annonceurs. Pour autant, quelle réponse je peux faire sur cette question? Je vais par exemple prendre un sujet qui est dans notre actualité. Alors, je vais juste bouger un peu de secteur pour aller sur le monde de l'audiovisuel. Mais finalement, je pense que le parallèle, on peut le faire. Tout à l'heure, on a parlé, dans l'audiovisuel, il y a le label EcoProd. Le label EcoProd, ça aide les sociétés de production audiovisuelle, de tournage, d'ailleurs peuvent être des tournages à vocation publicitaire, finalement à revisiter la façon de produire, et donc évidemment de manière plus écologique, plus économique. Et ce label EcoProd, il a été lancé il y a quelques temps. Et là, nous, on va lancer d'ici quelques mois, donc si vous suivez l'actualité de l'AFDAS, vous allez en entendre parler. On va lancer des opérations de formation pour emmener les professionnels à pouvoir utiliser, à savoir utiliser avec intelligence, j'ai envie de dire, ce label EcoProd. Et au final, c'est pas je produis autrement et je produis plus cher, c'est je produis autrement, je produis à coût équivalent, voire puisqu'il y en a quelques-unes qui sont un peu précurseurs sur le sujet, je produis à coût réduit. Et finalement, je vends et je trouve des financements sur la production de mon film plus facilement, tout simplement parce que dès le début du projet, dès l'écriture du scénario, j'ai pensé cette logique d'éco-conception. Et ça veut dire que derrière, nous, l'enjeu qu'on va avoir avec nos entreprises audiovisuelles, c'est de pouvoir leur dire aller dans cette démarche-là, pas simplement parce qu'il y a un label et que ça fait sympa, etc. C'est parce que finalement, vous allez y gagner à la fois parce que vous allez être plus vertueux, et vous allez y gagner aussi parce que vous allez avoir des productions qui vont se révéler moins chères. Tout à l'heure, on s'en parlait avec l'intervenant qui est venu pour le département du Nord. Dans l'éco-conception des décors, c'était jusqu'à présent, et c'est encore malheureusement aujourd'hui, une formidable machine à créer du déchet qui partait en benne. Ceux qui sont dans la logique d'EcoProd, il n'y a quasiment plus rien qui part en benne, parce qu'on a tout de suite imaginé ce qu'on allait faire a posteriori des éléments de décor, soit être donnés, soit, et même dans certains cas, revendus, puisque finalement ça peut servir à d'autres entreprises. Et donc on arrive, et parfois c'est la crainte du client ou du donneur d'ordre d'une manière générale, de se dire je vais avoir un surcoût parce que je suis dans une logique éco-responsable. Finalement, dans certains cas, et c'est de plus en plus ce qu'on voit, on a même un sous-coût, si j'ai envie de dire, parce que finalement, on a travaillé autrement le projet. Ok, merci. Et du coup, finalement, les freins ou les difficultés que vous prévoyez de rencontrer ou que vous avez rencontrées peut-être déjà dans des démarches, Vincent, plus avancées?
C'est la pédagogie, tout simplement, la méconnaissance finalement du sujet. C'est un sujet qui est encore une fois nouveau et qui parle à tout le monde. Vous allez citer éco-conception dans les couloirs du salon, tout le monde va vous dire oui, l'éco-conception, bien sûr. Et en fait, quand vous creusez un petit peu, c'est pas tout à fait ça. Et donc, c'est justement d'expliquer comment on crée une expérience qui est aussi bonne, mais en la pensant différemment. Donc, pour moi, le premier sujet, il est là-dessus. Et après, il est aussi que on peut pas aller. Alors, c'est bien d'aller vite. On est allé assez vite chez Lemon, mais après, on peut pas aller trop vite parce qu'en fait, si on va plus vite que le milieu en général, ça marche pas. Les gens sont pas prêts. Donc, le plus gros frein pour moi, c'est vraiment la pédagogie. C'est comme tous les nouveaux sujets. Dès qu'il y a quelque chose de nouveau, ça fait peur. Ensuite, il faut juste prendre le temps d'éduquer, de discuter, et il ne faut pas imposer. Il ne faut pas se dire, voilà, moi, Lemon, je vais faire, ou quelqu'un d'autre, je vais faire absolument comme ça. C'est comme ça qu'on fait aujourd'hui, non? C'est peut-être se dire, on démarre sur un petit sujet d'éco-conception, et petit à petit, on est de plus en plus dans l'éco-conception, de plus en plus dans... Voilà, et c'est aussi, je pense qu'en éduquant, on va à la fois rassurer, puis je pense que les clients, nos clients, à nous les agences, vont aussi en interne après diffuser ce message et faire que l'éco-conception, la durabilité soit de plus en plus présente. Donc pour moi, le plus gros frein, c'est la pédagogie aujourd'hui. Moi, je dirais le temps, en fait, au plus gros frein. Parce qu'en fait, pour arriver à mettre en place, si on prend toute la chaîne, on part d'éco-conception jusqu'à la réalisation, si on veut, il faut du temps pour le faire. Plus on va vite et rapidement, moins on prend le temps de réfléchir, de poser les choses, d'analyser les choses et de voir les bénéfices qu'on a derrière. Donc du temps. Voilà, qui est pour moi le frein le plus important. Après, par la politique des petits pas et de se mettre des objectifs atteignables, je suis moins inquiète en fait des difficultés qu'on va rencontrer, bien évidemment des difficultés. Quand il va falloir faire le bilan carbone de l'agence, oui, ça va être compliqué parce qu'il va falloir décortiquer, analyser, etc. Et c'est une question de temps, c'est une question d'outils. Mais une fois que les démarches sont là, que les gens sont au clair avec cette avancée, que c'est pour tout le monde et que c'est pour le bien de la société, du coup internationale, climat, tout, je mets tout là pour le coup je mets tout dans le panier, ça va le faire. Enfin, je suis assez positif, je pense que ça va le faire. Et du coup, l'AFDAS, vous avez des solutions pour gagner ce temps? Nous, les solutions qu'on propose, c'est pas directement l'AFDAS, mais c'est par l'intermédiaire des cabinets qu'on a référencés, des cabinets de conseil qui viennent aider les entreprises qui ont une ambition sur ce sujet-là, qui ont une ambition mais qui n'ont peut-être pas la façon de faire, n'ont pas le mode d'emploi. Et en fait, le travail qui va être fait avec les entreprises, ça va être, et ça, je rejoins tout à fait votre vue sur la logique des petits pas, ça va être de définir finalement un plan d'action qui à la fois est réaliste par rapport aux capacités de l'entreprise, à la situation dans laquelle elle se situe à l'instant T, et puis qui est en phase avec les ambitions du chef d'entreprise et de l'équipe globalement de l'entreprise. Si on a une logique trop ambitieuse et que finalement on s'aperçoit que les résultats ne sont pas là, ne sont pas au niveau attendu, ça va générer un essoufflement, ça va générer de la déception et au final, l'élan qui a été initial va peut-être s'arrêter. Donc il ne faut pas vouloir aller trop vite, il faut juste se dire, voilà, moi, au regard des ambitions que j'ai, je vais me fixer des objectifs réalistes, je vais pouvoir mesurer, c'est bon, j'ai validé, je passe à l'étape suivante, c'est bon, j'ai validé, et ainsi de suite. Et pour autant, ça, il faut le faire entreprise par entreprise, parce que chacune des entreprises a une situation inédite, et donc il faut pouvoir s'adapter à chaque fois à la situation qu'on rencontre. Merci. Et donc peut-être pour terminer, si vous deviez convaincre une personne de la filière de s'engager sur ces sujets de responsabilité, vous lui diriez quoi en une phrase, entre guillemets Allez, en résumé, pour moi, ne pas y aller aujourd'hui, c'est prendre le risque tout simplement de mettre en péril son entreprise, à la fois parce que les talents, à mon avis, s'ils sont dans l'entreprise, ils vont petit à petit s'en aller. On ne pourra pas attirer de nouveaux talents, rien que sur cet élément-là. Et puis parce que le marché évolue et il faut être en phase avec son marché. Alors la même plus, comme ça je capitalise. Moi je dirais qu'on est tous dans le même bain. On est tous donneurs d'ordre de quelqu'un et receveurs d'ordre de quelqu'un. Donc si on fait bien à un moment donné que devant ou derrière c'est pas bien fait, ça sert à rien. Donc
moi, c'est sur toute la chaîne, il faut qu'on travaille tous ensemble. Et moi, je dirais qu'en fait, tout simplement, ça rend meilleur. Enfin, nous, on s'en est rendu compte là, en rentrant dans la démarche, en sollicitant, en réfléchissant à comment changer les process. Bah, déjà, c'est challengeant. Et du coup, ça met de l'animation aussi, donc ça, c'est cool. Et puis, en fait, nous, on se trouve meilleur depuis qu'on a commencé cette démarche. Donc, je pense que ça rend meilleur aussi. Donc, si vous voulez être meilleur, lancez-vous dans la démarche. Voilà. Très bien, ça c'est une bonne conclusion. Ben, merci beaucoup. Déjà, c'est rassurant de voir qu'il y a des prestataires de la com qui se mettent en marche et qui peuvent être accompagnés. Moi, je dis toujours que de toute façon, le développement durable, c'est un sport d'équipe. Donc, effectivement, il faut s'y mettre, il faut que les clients s'y mettent en même temps que... Et en fait, finalement, l'acteur de la com peut être un déclencheur aussi d'action de l'entreprise derrière. Parce que je pense qu'en proposant aussi des prestations plus vertueuses, on peut avoir un déclenchement psychologique pour les entreprises aussi, pour eux qui s'engagent dans une démarche plus globale. Et finalement, on est toujours dans une démarche de progrès et on peut être accompagné aussi pour ça. Il ne faut pas forcément... je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent un peu démunies face comme une énorme montagne à gravir, qu'en fait, ce n'est pas forcément si compliqué que ça. Et surtout, il y a des financements pour des accompagnements et autres qui existent. Ben, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci Marion.